Parfait. En- Bonjour à toutes et à tous. Hop. Excusez-nous pour ces petits atermoiements. Donc je suis Olivier Massol. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un FLM assez exceptionnel, puisqu'on va traiter d'une question d'actualité qui concerne les questions de disponibilité des terres rares et en lien avec la transition énergétique. On sait tous que l'actualité revient souvent sur cette question, selon laquelle les terres rares pourraient être un frein au déploiement de cette transition énergétique. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes assez privilégiés car nous avons la chance d'avoir un des grands spécialistes français de ces questions, le docteur Emmanuel H, qui est au sein d'IFP Énergie Nouvelle, travaille sur ces questions depuis de nombreuses années. Alors, je vais rapidement passer en revue ton parcours, Emmanuel, si tu me le permets. Donc, après un Vas-y, doctorat et Olivier. un démarrage de carrière sur des questions d'économie du développement, tu es venu sur les questions de matières premières, alors beaucoup avec un regard qui était sur les questions pétrolières. Je pense que c'était un premier intérêt pour l'énergie, et puis très vite avec l'idée de regarder aussi que, au-delà du pétrole, les matières premières pouvaient avoir un rôle à jouer dans la compréhension de la scène énergétique. Et depuis, tu m'arrêtes depuis, je dirais, 5 ans, c'est ça à peu près. C'est ça. Tu es au sein d'IFP Énergie Nouvelle en charge des questions justement d'analyse, d'évolution de ces matières premières. Et tu as notamment collaboré et piloté un projet qui a été sélectionné par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, le projet Generate. Et je crois que tu vas nous donner justement un peu le fruit de ce travail qui a été mené au sein d'IFPEN depuis 4 ans, je crois, c'est bien ça, hein? C'est ça, depuis 2017. Parfait. Fin 2017. Parfait. Bien écoutez, je propose à toutes et à tous, j'invite chacun d'entre nous à couper désormais les micros et à laisser la place à Emmanuel. Merci, Merci. Olivier. Est-ce que vous voyez bien mes slides ou pas? Oui, c'est bon. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction et merci à la chaire économie du climat de me donner l'opportunité de venir vous parler un tout petit peu de matériaux, de la transition énergétique et notamment d'évaluation prospective. Alors, on va pas se cantonner qu'aux terres rares. On va brosser un tout petit peu plus large. Et donc, je vais vous présenter là le fruit d'un travail qu'on a mené avec une équipe plus ou moins large à IFP-EN et notamment avec le docteur Gondiasek, qui est un expert en modélisation des systèmes énergétiques, mais bien évidemment, d'autres personnes ont travaillé sur ce sujet avec nous. Je pense à Marine Simoen et à Clément Bonnet notamment, et puis à Charlène Barnet qui œuvre maintenant au CEA. Alors, je vais vous faire le plan de mon intervention, ça va être le suivant. Je vais vous donner quelques petits éléments de contexte avec une brève revue de littérature. Je vais vous présenter la méthodologie prospective d'évaluation de besoins qu'on a mis en place. Et puis, je vais vous donner des résultats de scénarisation que nous avons réalisés à l'horizon 2050, notamment pour à la fois des métaux très traditionnels comme le cuivre, le nickel ou l'aluminium. Alors quand je parle d'aluminium, on n'a pas modélisé l'aluminium, on a plutôt modélisé la bauxite. Et puis pour des métaux qu'on appelle plutôt des métaux green tech, c'est-à-dire le cobalt, le lithium et puis les terres rares. Je finirai par quelques éléments conclusifs assez généraux qui j'espère ouvriront le débat et avec des futures pistes de recherche que nous sommes en train d'étudier. Alors, quelques éléments très généraux. Pourquoi s'intéresser aux matériaux à l'heure actuelle? Tout simplement parce que les besoins en matériaux sont très importants, j'allais dire, en termes de consommation, même si on observe une tertiarisation des économies, une numérisation des économies. En fait, on a une augmentation assez importante des besoins en matériaux, que ce soit des matériaux de type la biomasse, les minerais non métalliques, notamment pour produire le ciment, pour produire le béton. Je pense notamment au gypse, au sable. Et bien évidemment, on a des besoins en matériaux métalliques sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. D'un point de vue global, juste deux chiffres pour vous positionner.
hein. Par jour et par tête, aujourd'hui, on consommait en 2011 33 kilos de matériaux par jour et par tête. Alors, ça prend en compte bien évidemment tout, hein, ça prend en compte à la fois les infrastructures, les ponts, les routes, j'allais dire tout le secteur de la construction, et puis bien évidemment les usages quotidiens. On était à 33 kilos en 2011, on est autour de 36-37 kilos en 2021. On devrait être, selon l'OCDE, autour de 45 kilos, je répète, par tête et par jour. Donc des besoins en matériaux qui sont très importants, et des besoins en matériaux qui augmentent aussi tout simplement parce qu'on a un développement des énergies renouvelables, hein. Ces énergies renouvelables, on va le voir, sont de grandes consommatrices de matériaux. Par exemple, là, vous pouvez observer les investissements mondiaux dans la transition énergétique, hein, en milliards de dollars. On est autour de 500 milliards de dollars, et on voit qu'on a une progression assez marquée. Mais à cette progression marquée, j'allais dire, du besoin en investissement en ENR, on va avoir ENR au sens large, hein. Je rajoute le stockage, le CCS, l'hydrogène, et on reparlera d'ailleurs d'hydrogène à la fin. Et en parallèle de cette augmentation des besoins, en énergie renouvelable, là, on a une multitude de risques, hein, qui se symbolisent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, que ça soit au niveau de l'amont, avec notamment des risques qu'on va qualifier de géologiques, c'est-à-dire des questions de disponibilité ou de notamment de concentration des minerais qu'on pourrait avoir, des risques géopolitiques, c'est-à-dire qui produit. Est-ce que c'est un produit qu'on va qualifier de sensible, un produit qui va être, un pays qui va être, j'allais dire, qui va faire partie d'axes de coopération. Des risques économiques, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé l'échelle du quel pays produit, c'est plutôt intéressant de s'intéresser notamment à quelles entreprises, est-ce qu'elles sont nombreuses, est-ce qu'elles peuvent se cartelliser, ce type de problématiques économiques. Des risques environnementaux, c'est-à-dire à chaque étape, hein, que ça soit de l'extraction jusqu'au raffinage, voire même jusqu'à la consommation finale du produit, on a des risques qui sont attachés, hein. Ça peut être de la pollution, ça peut être de la gestion des déchets, notamment déchets miniers, hein. Ça peut être la production d'acide de mine et toutes les conséquences, j'allais dire, sur la santé. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai été interrompu. Parce qu'on suit moins. J'étais en train de décrire les risques plutôt en amont de la chaîne de valeur. Et Oui, donc, c'est ça. c'est ça. Très bien. Bon. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on a des risques qui sont localisés à la fois en amont de la chaîne de valeur, et puis on a aussi des risques qui ont plus à propos en fait du fonctionnement des marchés en eux-mêmes, hein. Et il est assez simple en fait de comprendre que, par exemple, si vous traitez d'un métal comme le cuivre ou l'aluminium, dont la production ou la consommation s'évalue en millions de tonnes, vous n'allez pas avoir la même forme de marché que si vous traitez par exemple du lithium, hein, qui a une production de 80 et quelques mille tonnes, ou du cobalt, où on est autour de 250 000 tonnes. Donc, il y a une plus ou moins grande transparence des marchés, plutôt des accords de gré à gré qui ne passent pas forcément par des bourses et pas par de la gestion du risque, notamment par des acteurs sur les places financières. Et in fine, on a toutes les questions que l'on peut avoir sur notamment les questions de souveraineté économique, les questions de dépendance, de compétition ou d'innovation. Notamment, ces questions de souveraineté économique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller lire le rapport Varin, hein, qui est sorti en début de semaine dernière, et qui porte des conclusions assez intéressantes, notamment sur le recyclage, même si on pourra bien évidemment largement en discuter. Donc on a ces risques, et on a donc ces technologies bas carbone, hein, que ça soit les batteries, que ça soit l'éolien, le solaire, etc., qui ont un besoin plus ou moins important
comment dire, en métaux, hein. Notamment, ça donne par des institutions, que ça soit à la Commission européenne, aux États-Unis ou même en Chine, lieu à une forme de hiérarchisation comment dire, des risques qui sont attachés à ces différents matériaux. Vous voyez, plus on est sur l'axe gauche, plus vous avez un risque important, notamment sur l'offre. Vous voyez qu'à gauche, vous avez notamment ce qu'on appelle les terres rares, hein. Ces terres rares-là sont jugées beaucoup plus critiques d'un point de vue de l'offre que notamment le cuivre, hein, qui se trouve à l'opposé, hein, sur l'axe droit, où on considère notamment qu'il n'y a aucun risque sur l'offre. Et donc, nous, on s'est intéressé avec mes équipes on s'est posé la question de, OK, très bien, si on allait un tout petit peu revisiter ces questions, et donc ça a fait l'objet, comme Olivier l'a dit, d'un projet qui s'est appelé Géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique. On a commencé à modéliser des filières de matériaux dans un modèle que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, on s'est intéressé en termes de modélisation à essayer de modéliser la criticité géologique d'un matériau. Et après, on s'est posé des questions qui sont plus, j'allais dire, qualitatives au premier abord. Mais bien évidemment, on peut tout à fait modéliser également ces questions, notamment les questions de cartellisation ou les questions de dépendance stratégique. Alors, on a bien évidemment été chercher dans toute la littérature qui existait, j'allais dire, ces questions dites de criticité. Et vous voyez que, on n'a pas été les seuls, bien évidemment, parce qu'en termes de recherche, vous voyez que quand on a commencé le projet, on était en pleine ascension en termes de publications qui étaient écrites justement sur cette question de la criticité, hein, que ce soit des rapports de grandes institutions internationales, notamment la Banque mondiale ou l'OCDE, ou que ce soit des publications de recherche. Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde, on avait fait une petite analyse bibliométrique en fait pour voir ça. Les publications se concentrent quand même aux États-Unis, en Chine, un tout petit peu moins en Europe, mais vous avez quand même cet axe États-Unis-Chine en fait dans les publications. Et si on regarde un tout petit peu dans le cœur des publications qui étaient proposées, alors on a j'allais dire, une multitude d'articles qui sont plus intéressants les uns que les autres, notamment qui analysent les risques d'approvisionnement, la criticité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie, j'allais dire, complètement posée pour analyser les risques. On a, en étudiant un petit peu cette littérature, on a trouvé environ 50 indicateurs différents qui pouvaient être pris en compte dans les méthodologies, c'est-à-dire à la fois des indicateurs très économiques qui pouvaient être économiques très quantitatifs, mais aussi très qualitatifs, et puis beaucoup d'indicateurs géopolitiques qui là laissaient une grande part en fait à la subjectivité, j'allais dire, de celui qui faisait l'analyse. Et puis, deuxième point important, c'est que dans l'immense partie de la littérature qui a été proposée, s'intéressait justement aux terres rares et un tout petit peu aux questions lithium et cobalt. Et nous, on s'est dit, on va pas avoir cette approche-là, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une forme de, j'allais dire, on va pas s'interdire d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les métaux un tout petit peu plus traditionnels, notamment comme le cuivre, le nickel ou la bauxite. Et nous, l'originalité de notre approche, c'est qu'on a essayé d'intégrer de manière très endogène en fait les filières de matériaux dans un modèle d'optimisation bottom-up. Et on a essayé de faire un pas de plus, j'allais dire, dans une forme d'évaluation dynamique de la criticité des matières premières. Si je peux me résumer, l'approche traditionnelle, et notamment c'est l'approche que vous trouvez dans de nombreuses, j'allais dire, publications, à la fois de recherche, mais également dans les grandes institutions, notamment la Commission européenne ou comment dire, l'USGS aux États-Unis. Comment ils procèdent? Ils regardent en gros comment est constitué le marché en termes de production, en termes de réserves, le poids de tel métal dans le PIB ou dans telle filière. Et puis, ils font quelque chose d'assez, que nous, on considère quand même comme assez basique, c'est-à-dire qu'ils font une matrice, vous voyez, à deux axes.
avec notamment l'importance économique. En gros, est-ce que c'est important, avec des échelles qui vont de 1 à 4 ou de 1 à 7, alors qui peuvent varier avec des indicateurs qui sont chiffrés, hein, bien évidemment. Et puis un risque de restriction. Et ce risque de restriction, c'est en gros surtout basé sur des calculs d'indices Achashi, où on regarde en gros combien il y a de producteurs, combien cela y représente, et puis après, on va essayer de, j'allais dire, de donner une forme de hiérarchie à est-ce que c'est très élevé, moyennement élevé ou plutôt faible. Bon, et de cela, on va avoir ce qu'on appelle des listes de matériaux critiques. Hein, si, là, sur votre droite, vous avez la liste, notamment 2020, des matières premières critiques dans l'Union européenne. Alors, sachez que là, il y en a une trentaine maintenant dans l'Union européenne. En 2011, il y en avait 11. En 2014, il y en avait, je crois, 17. En 2017, il y en avait une 25, je crois, ou 26. Et puis maintenant, on en est à 30. Bon, ce qui pose déjà la question de la pertinence, en fait, de faire des listes comme ça, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, si vous considérez que vous avez tous les matériaux qui deviennent critiques, il faut penser à une autre façon de déterminer justement cette criticité. Alors nous, face à cela, on a fait quoi? On s'est dit, bon, la principale critique qu'on peut émettre envers ces matrices de criticité, c'est qu'elles ne regardent absolument pas le futur. Elles regardent surtout le passé. C'est-à-dire que si vous prenez l'analyse de la Commission européenne sur les matériaux critiques de 2020, en gros, c'est une photographie de ce qui se passait sur 2017, 2018, 2019, mais quid de ce qui pourrait se passer, notamment dans des scénarios climatiques un petit peu contraints, quid de justement la consommation cumulée entre aujourd'hui et 2050. Donc nous, on s'est dit, on va prendre le problème à l'inverse, on va essayer d'évaluer des besoins en matériaux à 1, 2, 3, voire 4 décennies, en essayant de simuler des environnements en fait climatiques plutôt contraints, notamment. Alors à l'époque, on parlait pas encore énormément. Quand je dis à l'époque, c'est en 2017. Hein, on parlait beaucoup moins de neutralité carbone que maintenant. Donc nous, on s'était fixé en fait de regarder des modèles, des simulations de hausse des températures de 4 degrés ou de 2 degrés pour essayer d'avoir des résultats, j'allais dire, plus contraints d'un point de vue environnemental. Et une fois terminé ces modélisations, on essayait d'aller chercher des critères plus qualitatifs, de type la géopolitique, ou d'essayer de voir en fait ce que ça donnait en termes de critères économiques ou environnementaux. Alors, pour faire ça, on a utilisé notre modèle TIAM IFPEN. Alors, je le présente de deux façons. La façon la plus simple et la plus pédagogique de vous le présenter, c'est que depuis 2010, donc ça fait plus de 12 ans maintenant, on a développé un modèle Times à IFPEN, hein, qui s'appelle le modèle TIAM IFPEN, où on a en gros une représentation du système énergétique mondial, hein, que ce soit secteur élec, secteur des transports. On a aussi un secteur industriel, mais qui est un tout petit peu moins développé. Donc, on fixe des contraintes climatiques. Ah, donc en gros, des contraintes climatiques, ce sont des contraintes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont traduites, et je mets des guillemets, en hausse des températures. Pour répondre à la contrainte climatique, qu'est-ce que va faire notre modèle? Il va substituer en fait des technologies très émissives par des technologies bas carbone. Et comme nous avons modélisé les filières de l'amont à l'aval des différents matériaux, et qu'on a des intensités matériaux des différentes technologies, in fine, on peut avoir des consommations cumulées à l'horizon 2050. Alors, le modèle TIAM-IFPEN, hein, c'est un modèle assez classique, classique. Une fois qu'on l'appréhende, classique, c'est-à-dire un modèle d'optimisation linéaire, bottom-up, dans lequel on va avoir une représentation assez détaillée à la fois de l'existant, hein, que ce soit les ressources à la fois les ressources fossiles, les ressources en biomasse,
le potentiel solaire, le potentiel de vent. Vous allez avoir aussi une représentation notamment des filières comme l'uranium. On va avoir une représentation très détaillée du secteur, du secteur électrique, du secteur également des transports. Et puis, on va avoir en face de cela, en fait, des demandes qui sont exogènes. Et ces demandes, elles doivent être, j'allais dire, réalisées dans l'optimisation. Et donc, ça nous permet d'avoir un modèle qui est très détaillé. Alors certes, c'est une approche très technico-économique, avec notamment une représentation très très détaillée des différentes technologies. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'aussi on a un modèle avec une subdivision géographique. On a 16 différentes zones dans ce modèle. Alors, des zones qui peuvent être à la fois des pays. Par exemple, on a une zone qui s'appelle la Chine, qui s'appelle l'Inde, qui s'appelle le Japon. On a une zone qui s'appelle l'Europe à 28. Mais on a aussi des zones qui sont, j'allais dire, très agrégées, notamment l'Afrique, l'Asie centrale, etc., etc. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une subdivision géographique? Tout simplement parce que vous allez avoir une représentation détaillée et du système énergétique dans chacune des zones, et surtout on va pouvoir aussi échanger. On peut échanger des ressources, on peut échanger des produits transformés, on peut aussi échanger, j'allais dire, sur toute la chaîne de valeur des matériaux qu'on a rentrés. Si je prends par exemple le modèle, le secteur du transport, vous voyez qu'on va avoir une représentation qui est très détaillée, c'est-à-dire qu'on va avoir des véhicules particuliers, des bus, des minibus, des véhicules commerciaux, des 2-3 roues. Et à chaque fois, lorsque vous reprenez en fait chacun des items, on va avoir des petits véhicules, des moyens, des larges. On va avoir différentes motorisations, et ces différentes motorisations vont pouvoir être alimentées par différents vecteurs énergétiques. Alors, ce qu'on a fait également, et ça c'est véritablement notre plus-value, c'est qu'on a aussi décrit de manière très détaillée les chaînes de valeur des matériaux. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple sur votre gauche l'exemple du lithium. Le lithium, il y a 3 façons de produire de manière très, très synthétique. 3 façons de produire du lithium. Les salars, les salars conventionnels, que vous trouvez notamment dans le triangle du lithium au Chili, Argentine et Bolivie. Le lithium de roche, et puis les dépôts non conventionnels, notamment lithium d'océan, lithium géothermal, avec à chaque fois une représentation des procédés de conversion. C'est-à-dire qu'on va aller représenter la chaîne technologique qui permet de transformer le spodumène en hydroxyde de lithium, de concentrer les produits. Avec à chaque fois, vous avez des technologies qui consomment de l'énergie, bien évidemment, et ces technologies aussi émettent du CO2. Donc, on prend en compte véritablement l'ensemble de la chaîne de valeur, et on va avoir notamment des échanges de lithium qui peuvent se dérouler à chacun des bouts de la chaîne de valeur. Pourquoi tout ce lithium? Pour rencontrer une demande. Donc, des demandes qu'on va qualifier, nous, d'exogènes. Par exemple, on n'a pas une représentation assez détaillée du secteur de la céramique, des lubrifiants ou des polymères. Donc, ces demandes-là sont fixées sur la base de petits travaux économétriques ou de dires d'experts. Tout dépend du temps et de la qualité des informations qu'on a. Et bien évidemment, pour les usages transport du lithium, là, c'est notre modèle. En fait, c'est la demande de mobilité que nous avons travaillé notamment avec le modèle de l'AIE qui s'appelle le modèle MOMO, un Mobility Model. Pareil si vous regardez sur la droite, vous avez la chaîne de valeur, de la représentation de la chaîne de valeur, notamment du cuivre, avec les 2 principaux procédés de transformation du cuivre, du minerai en métal, c'est-à-dire la pyrométallurgie avec l'hydrométallurgie. Et vous avez la même logique de représentation des différentes chaînes de valeur de matériaux. Alors, ce modèle,
il nous permet d'évaluer la consommation de matériaux en fonction justement d'objectifs climatiques et puis du déploiement des technologies bas carbone qui vont s'en suivre, d'évaluer aussi les échanges de matériaux entre les pays. Et puis, in fine, on peut aussi faire des évaluations de politique publique. Je vous montrerai quelques exemples. Alors, pour faire tout ça, il faut aussi aller chercher quoi? Les contenus en matériaux des différentes technologies. Là, par exemple, vous voyez, pour le cuivre, il y a une recherche sur la littérature. On va chercher notamment le cuivre contenu comment dire, en kilotonnes par gigawatt installé. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est aussi pour ça que, par exemple, on a commencé à s'intéresser au cuivre, c'est que vous voyez que lorsque vous êtes dans comment dire, dans des technologies, notamment du secteur de la génération d'électricité, plutôt, on va dire, plutôt classique, c'est-à-dire classique dans le sens à la fois du thermique et du nucléaire, vous voyez que comment dire, le cuivre contenu en tonnes par mégawatt sont beaucoup plus faibles que le cuivre contenu, notamment pour le même mégawatt installé de toutes les technologies, renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intuitivement, vous pouvez vous dire, ah oui, si on passe à un scénario un peu contraint et qu'on développe les technologies bas carbone, on va avoir une problématique qui va probablement arriver, notamment sur la consommation de cuivre. Pareil, dans le secteur des transports, on a une forme, j'allais dire, assez simplifiée de vous le présenter. Un véhicule thermique, c'est 20 kg de cuivre, un hybride, c'est en moyenne 40 kg, et un électrique, c'est entre 80 et 120 kg. Vous voyez? Donc, en gros, substituer un seul véhicule, comment dire, thermique par un véhicule électrique, ça veut dire on va multiplier par 4 ou 6 le contenu, comment dire, la consommation de cuivre qui va j'allais dire, avec ce scénario d'introduction des ENR. On a fait la même chose en fait sur le cobalt, sur le lithium, en fait, sur tous les matériaux qu'on a comment dire, pris en compte. On a aussi pris en compte, parce que bien évidemment c'est très important, le recyclage. C'est-à-dire qu'on a mis en place une boucle de recyclage dans notre modèle avec, alors j'allais dire, plus ou moins de détails selon les données qui sont disponibles. Si vous prenez par exemple, vous voyez le secteur du cuivre, par bonheur, on a la possibilité d'avoir des données par secteur en termes de recyclage. Donc, tout ce recyclage-là, il est comment dire, il est mis dans le modèle. C'est-à-dire que on a la possibilité, une fois que la durée de vie de chaque technologie est atteinte, de pouvoir recycler une partie. En gros, dans notre modèle, on a 45% par exemple de recyclage de cuivre qui est comment dire, qui est dans le modèle. Alors pour certains métaux, notamment le lithium, la part du recyclage étant tellement faible, on est autour de 1%, que les premiers runs de simulation, on n'avait pas mis de recyclage, mais ça, c'est des améliorations et j'en parlerai à la fin. Alors après, on a fait quoi? On a fait des scénarios. Donc, on s'est dit, bon, bien évidemment, on n'est pas là pour prédire quelque chose, on est là pour essayer d'imaginer des différents futurs par rapport aux matériaux. Donc, on a examiné 4 scénarios. 4 scénarios principaux. Il y en a un qui s'appelle scénario 4D. Alors, dans les slides suivants, ça sera ou 4D ou scène 4D. Ça dépend de ce que j'ai voulu mettre. Scène 4D, c'est que vous avez, on simule une hausse de la température moyenne mondiale à 4 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici 2100. Scène 2D, c'est la même chose, sauf qu'on limite comment dire, à 2 degrés. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait aussi des variantes selon les formes de mobilité. On est quand même un institut de recherche où on travaille énormément sur la mobilité, et on s'est attaché comment dire, à utiliser deux modèles de mobilité qui sont travaillés notamment par la IE. Une mobilité qu'on appelle traditionnelle. En gros, vous ne changez rien à votre comportement de consommation de transport. On est toujours tout seul dans son automobile. Et une mobilité qui est
dite soutenable, où on va avoir une augmentation à la fois comment dire, du nombre de passagers par véhicule, et puis une optimisation comment dire, des transports publics, une massification de ces transports publics, et puis aussi un recours assez massif à la mobilité douce. On a également aussi intégré le recyclage des matériaux, et on a aussi intégré différents types de batteries de véhicules électriques pour voir en fait la sensibilité du modèle à un basculement vers des batteries qui sont plus ou moins consommatrices de cobalt ou de nickel, pour voir en gros comment le modèle réagissait à un switch technologique qui pourrait y avoir sur les batteries. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue général? Et après, je rentre vraiment dans les résultats sur les matériaux. D'un point de vue très général, vous voyez, par exemple, si vous regardez les capacités du secteur électrique à l'horizon 2050, scénario 4 degrés classique, scénario 2 degrés, là, vous avez les capacités, là, vous avez comment dire, la production électrique, hein, on est au niveau mondial, hein, pour bien vous situer comment dire, la chose. Donc, bien évidemment, dans des scénarios 2 degrés, on va avoir une augmentation très massive de la capacité des énergies renouvelables dans le modèle, hein. En termes de capacité électrique totale, on passe de 10,5 terawatts en 2050 à comment dire, à une multiplication par environ 2,5 dans le scénario 2 degrés. Au niveau des énergies éoliennes et solaires, on va avoir 35% dans le scénario 35% des capacités dans le scénario 4 degrés, et puis on est autour de 70% dans le 2 degrés. Et puis, vous avez ce nouveau, comment dire, ce nouveau secteur électrique mondial qui va bien évidemment impacter la demande en matériaux. Si on regarde maintenant le secteur transport, alors, le secteur transport, vous avez sur votre gauche là, les scénarios 4 degrés, avec à chaque fois, donc on va avoir BAU Mobility, en fait, c'est la mobilité traditionnelle. Et puis, Sustainable Mobility, c'est la mobilité soutenable. Donc, scénario 4 degrés, scénario 2 degrés. Là, on va voir deux effets, en fait. On va avoir à la fois avoir les effets de la contrainte, on va dire, climatique, c'est-à-dire passer de 4 degrés à 2 degrés. Vous voyez que, par exemple, dans un scénario 4 degrés classique, mobilité classique, et si vous le comparez à un scénario 2 degrés mobilité classique, là, vous aviez 21% de véhicules électriques dans le 4 degrés, vous avez plus de 50% comment dire, dans le scénario 2 degrés. Et après, vous avez un impact de mobilité. C'est-à-dire que si vous comparez le scénario 4 degrés mobilité classique à celui avec mobilité soutenable, vous voyez qu'en gros, vous avez 800 millions de véhicules en moins dans le modèle. Et donc, bien évidemment, lorsque vous faites à la fois la contrainte climatique et la mobilité soutenable, vous avez à la fois une électrification massive du parc, et vous avez aussi une diminution de ce parc. C'est-à-dire que le modèle, il réagit plutôt bien, j'allais dire, par rapport aux attendus de ce qu'on pourrait penser d'un scénario contraint avec une mobilité qui est soutenable. Et donc, nos chiffres en termes de pénétration des véhicules électrifiés dans le modèle, vous voyez que on est autour de 110 millions en 2030 dans notre 4 degrés, à 180 millions dans le scénario 2 degrés. On est, j'allais dire, assez proche de ce qu'on peut trouver notamment dans les scénarios de l'AIE, notamment dans le Global Electric Vehicle Outlook. Alors, quelles conséquences sur la demande en matériaux de la transition énergétique? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a représenté la chaîne de valeur du lithium. Et alors, je vous présente la manière dont on a présenté les résultats. Je vais l'expliquer pour le premier, et vous allez voir après, en fait, pour tous les autres, c'est exactement de la même manière. Sur votre gauche, vous allez avoir où la production minière en cumulé entre 2005 et 2050
selon les scénarios, scénario 4 degrés, mobilité soutenable, la mobilité durable, 2 degrés, mobilité soutenable, mobilité durable. Alors, je suis désolé de la confusion des termes, mais on a beaucoup de publications en anglais et en français, et donc on change assez souvent. Vous avez ici la représentation des ressources mondiales identifiées. Je parle bien de ressources, hein, c'est-à-dire le potentiel géologique connu au moment où on a réalisé ces travaux. En rouge, les réserves. Alors, pour déminer tout de suite comment dire, une question qui pourrait y avoir, pourquoi on a pris les ressources et pas les réserves? Les réserves, c'est quelque chose qui est très économique et qui est très, j'allais dire, technologique. C'est-à-dire que c'est technologiquement et économiquement productible. Le problème, c'est que les réserves, elles changent assez rapidement et notamment, elles changent tout simplement parce que vous avez des évolutions de prix. Plus le prix est haut, plus on va faire passer des ressources en réserve. Après avoir étudié pendant j'allais dire, de nombreuses semaines, les différentes publications dans les instituts de géologie, s'il y a quelque chose qui change beaucoup moins, j'allais dire, en termes de décennies en termes de chiffrage, ce sont les ressources. C'est-à-dire, c'est plutôt le potentiel géologique. Et nous, c'est ça qui nous a intéressés. C'est de regarder si la géologie permettait de répondre à la transition énergétique. Et donc, les résultats que je vous présente, c'est quoi? Ces petits chiffres-là qui sont en rouge, comment les lire? Dans un scénario de 4 degrés, on va, dans une mobilité traditionnelle, on va consommer environ 20% des ressources identifiées au niveau mondial en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez l'ensemble de nos scénarios, pour un produit comme le lithium, on a une consommation cumulée qui pourrait s'étaler entre 19 et 32% des ressources mondiales, avec des choses qui sont très intéressantes, notamment c'est où est-ce qu'on va les produire. Vous voyez que majoritairement, on va produire beaucoup dans les zones, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, un petit peu en Chine, et le premier producteur mondial actuel, c'est-à-dire l'Australie, vous voyez, va avoir, j'allais dire, une part assez faible dans la production en 2050. Donc, dans le scénario le plus contraint, on serait autour de 32%, comment dire, de la consommation de ressources mondiales identifiées en 2019. Alors, je vous avoue que la première fois, en fait, le lithium, c'est le premier métal qu'on a modélisé. Quand on a vu 32%, oui, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est pas élevé, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça nous apporte? Et en fait, vous allez voir que c'est au fur et à mesure en fait de la modélisation des autres matériaux qu'on va pouvoir juger en fait de cette forme de hiérarchisation des différents métaux. Mais malgré tout, 32%, ça veut dire que on va consommer, on pourrait consommer dans des scénarios climatiques très contraints jusqu'à un tiers en fait des ressources estimées en 2019. Alors, à côté de ça, et cela, c'est là aussi où c'est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ces calculs de disponibilité, c'est d'aller s'intéresser au marché. Et d'aller s'intéresser au marché, notamment sur le lithium, hein, je vais les passer assez vite, mais sur le lithium, la problématique qu'on pourrait avoir et qu'on identifie déjà maintenant, c'est notamment, vous avez 5 entreprises en fait qui produisent à l'heure actuelle 90% du lithium, hein, 2 américaines, une chilienne et puis 2 compagnies chinoises. Donc là, il y a une forme de risque de cartellisation. Il y a aussi une problématique qui est liée à la consommation d'eau, hein, tout simplement parce que le lithium est un gros consommateur d'eau, et notamment ce qui provoque des conflits d'usage assez importants entre les communautés indigènes d'Amérique latine, et notamment au Chili et puis les industriels. Alors, on peut aussi étudier les conséquences un petit peu en termes de souveraineté. Je vous montre sur cet exemple du lithium. Pour les autres, je le montrerai pas. Mais vous voyez que, par exemple, à l'horizon 2050, vous allez avoir une Europe qui va se retrouver, dans un scénario 4 degrés ou dans un scénario 2 degrés, qui va se retrouver
complètement dépendantes des importations d'Amérique latine. Les États-Unis, eux, par exemple, vont avoir dans un scénario 2 degrés, vous voyez, ils vont quand même produire un petit peu le lithium qu'ils ont sur leur territoire et ils vont aussi importer d'Amérique latine. Ça permet notamment d'appréhender les possibles en termes à la fois de problématiques de souveraineté et puis de réactions possibles. Vous voyez que la Chine, par exemple, la Chine, elle va dépendre aussi de l'Amérique latine, mais vous avez aussi une production interne qui va se développer assez massivement, qui va être, j'allais dire, on fait à la fois de la production de lithium, on va investir aussi dans les capacités de raffinage de lithium et puis on va aller chercher le surplus en fait dans les pays d'Amérique latine, sachant que la Chine développe des contrats assez faramineux, notamment avec le Chili, l'Argentine ou l'Australie à l'heure actuelle, pour justement combler ces manques en lithium. Le cuivre, deuxième exemple, même procédé. Alors, scénario 4 degrés. Alors là, pourquoi il y a 2 chiffres? C'est que tout simplement, et puis c'est très bien, de toute façon, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la prédiction, mais c'est que pour les ressources mondiales de cuivre, on a comment dire, 2 types de ressources qui ont été identifiées. Il y a un chiffre qui date de 2010, hein, c'est l'avant-dernier, qui donnait un certain montant de ressources mondiales. Et puis, on a l'USGS, hein, donc l'Institut de géologie américaine, qui nous a sorti un chiffre de ressources mondiales plus des ressources qui ne seraient pas découvertes à 90% de probabilité en 2013. Donc nous, on n'est pas géologue à la base. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit bon, on va regarder les deux dimensions, c'est-à-dire en gros, on a une ressource plus ou moins contrainte. Donc comment lire ces chiffres dans un scénario 2 degrés? Si on a un potentiel, par rapport au potentiel estimé en 2010, on est à une consommation cumulée de cuivre primaire de 50, quasiment 54% dans un scénario 2 degrés, et on peut aller jusqu'à 90% si on a les ressources mondiales identifiées en 2010. Je pense que j'ai dit l'inverse. Donc, le 54%, c'est bien évidemment par rapport aux ressources les plus élevées, et le 90%, c'est par rapport aux ressources les plus faibles. Alors, encore une fois, on a cette augmentation de notre indice si vous êtes dans un scénario 4 degrés ou 2 degrés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on rentre, on n'est pas, que ça soit la vérité est sûrement entre les deux, et c'est pas véritablement le problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ce que je vous disais sur le lithium, lorsqu'on était autour de 19-32%, là on commence à avoir des chiffres qui sont intéressants à double titre. Pourquoi? Parce que il y a très peu de publications en fait sur la disponibilité en cuivre dans les années qui viennent, excepté Olivier Vidal qui fait un travail formidable avec des modèles qui sont un petit peu différents des nôtres, mais vous allez voir, au final, en termes de résultats, on n'est pas si loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premier enseignement de 2 exercices de modélisation. Regardons les métaux non ferreux, regardons les métaux traditionnels, tout simplement parce que ces métaux, ils sont utilisés partout. Ils sont utilisés dans les différents secteurs de l'économie. Et malheureusement, la transition, elle fait que rajouter, j'allais dire, une couche supplémentaire à la fois de complexité et puis de consommation. Et nous, ça nous est amené à dire notamment petits métaux, petits problèmes, gros métaux, gros problèmes. Vous voyez, vraiment pour simplifier. Alors, ce qu'on a fait aussi, vous voyez, on a des évolutions de la consommation annuelle de cuivre par tête, et on les a quand même un peu comparés aux différents scénarios qu'on pouvait trouver dans la littérature. Et ce qui est intéressant avec le cuivre, c'est qu'on a aussi fait des exercices de politique publique. C'est-à-dire, par exemple, je ne vous ai montré uniquement que 4 degrés, 2 degrés.
Si vous faites une politique de mobilité soutenable au niveau mondial, alors je sais que d'aucuns me diraient, mais au niveau mondial, ça n'a pas forcément de sens. Oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en gros, si un mouvement continu de proposition de politique publique de mobilité durable, ça peut faire quelque chose sur cette consommation de cuivre. Alors oui, vous voyez, si vous êtes en mobilité, si vous êtes en mobilité traditionnelle, vous allez consommer dans le secteur des transports l'ensemble du carré jaune, de l'air jaune, pardon. Si on est en mobilité soutenable, vous allez vous éviter en fait la consommation de cuivre dans les transports. Et lorsque vous regardez par zone, parce qu'au niveau mondial, vous voyez, ça fait 2%. 2% de la consommation de cuivre dans un scénario de mobilité durable. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder en fait l'analyse par pays. C'est-à-dire que notamment des pays ou des zones qui sont en pleine émergence, ça permet directement d'économiser, j'allais dire, entre 18 et 20%, hein, que vous soyez en Asie centrale, en Afrique. Et donc, il y a un potentiel, j'allais dire, d'évitement de la consommation de cuivre assez important. Deuxième politique, c'est l'importance du recyclage. Alors, bien évidemment, on a une quantité recyclée qui augmente, j'allais dire, au fil du temps dans les principales zones de consommation mondiale. Le problème, c'est que notre modèle, il est, j'allais dire, c'est pas qu'il n'aime pas le recyclage, hein, absolument pas. Et il est quand même, il considère, enfin c'est pas que notre modèle considère, c'est que les résultats nous montrent que même si en volume en fait on va consommer plus de cuivre recyclé, la part du cuivre recyclé dans la consommation globale, elle a tendance malgré tout soit à reculer légèrement, soit à stagner, tout simplement parce que vous avez quand même toujours besoin d'une production minière de cuivre et en gros d'une consommation de cuivre primaire, tout simplement parce que les besoins ils sont très importants. Si vous regardez par exemple la Chine, on part de 33% en 2020, on va finir à 22,4% en 2050. Pourquoi? Parce que notamment vous avez ces facteurs d'immobilisation, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des gisements théoriques qui peuvent être recyclés à 100%. Le problème, c'est quand il faut attendre plus de 70 ans pour recycler des infrastructures ou de la construction, on a ce problème d'immobilisation qui fait que malheureusement, ce qui se recycle le mieux, c'est ce qui est immobilisé le plus longtemps. Vous voyez, donc c'est pas le recyclage n'est pas forcément la panacée en fait des politiques publiques, même si bien évidemment il faut le développer, mais il faut aller un tout petit peu plus loin que cette problématique du recyclage dans la gestion des matériaux. Si on passe maintenant au cobalt, même type de scénario, oui, 4 degrés, 2 degrés, on est dans le scénario le plus contraint, on est autour de 83,2% en fait, notre ratio, c'est-à-dire ce qu'on consomme en part des ressources mondiales qui sont identifiées, on est autour de 83% de cobalt qui est consommé. Après, en termes de politique publique, vous voyez que déjà, si on passe en mobilité soutenable, on va réduire notre indicateur de criticité. Et si en plus, on ajoute un effet contenu en cobalt des batteries, c'est-à-dire qu'en gros, on passe de batteries NMC 111 à 811 ou 622, sachant qu'on a modélisé des batteries LFP, NCA, enfin on a essayé de modéliser un nombre de batteries assez important. Vous voyez qu'on a un effet contenu en cobalt des batteries. C'est-à-dire, si vous allez vers des batteries qui sont à plus faible intensité cobalt, là, vous allez avoir aussi un deuxième chemin qui est fait, c'est-à-dire que vous allez réduire considérablement la pression, notamment sur le cobalt. On fait la même chose sur le nickel. Alors, d'un point de vue global, on est autour de 60%. Dans le scénario climatique le plus contraint. Mais vous voyez que si on passe
Alors, je ne sais pas si je l'ai mis après. Non. Si on passe à des scénarios où vous avez des batteries qui sont plus faibles, avec une plus faible intensité en nickel, bah, vous allez avoir une réduction en fait de la pression sur les ressources. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans le cas du nickel, c'est de voir la part de plus en plus importante du secteur des transports, en fait, pour l'usage, enfin, l'usage nickel dans les transports. Hein. On va doubler la consommation enfin, on doublerait la consommation de nickel dans les transports à l'horizon 2050. Hein. On passerait de 2 millions de tonnes par an à 4 millions de tonnes par an. Donc, c'est assez intéressant. Si je passe maintenant, voilà, là vous avez l'effet contenu en nickel des batteries. Si on passe maintenant à la bauxite, alors la bauxite, ça ressemble un peu en termes de jeu à ce qu'on avait vu comment dire, sur un autre métal où on avait différentes évaluations de ressources mondiales qui sont identifiées. Hein, si vous prenez les évaluations de 2005, alors, pour information, il n'y a pas de nouvelles évaluations de ressources mondiales en bauxite depuis 2005. Hein, donc, ça fait 17 ans que comment dire, le dernier chiffre de l'USGS est sorti. Donc, en gros, il y a il y a deux types de ressources qui sont identifiées, un minimum, un maximum. Lorsqu'on fait nos simulations dans le modèle, on va tourner autour de entre 64% et 87%. Et là encore, on se dit, on est au cuivre, bauxite, nickel, on a quand même des taux de criticité, je mets plein de guillemets, hein, qui sont beaucoup plus élevés que certains matériaux dits divers. Alors, je passe sur les, comment dire, les explications, enfin, j'allais dire les impacts aussi géopolitiques ou économiques. Hein, on pourra revenir dessus à la fin pendant les questions, parce que je vais laisser un petit peu de place aux questions. Dernier exemple dernier métal qu'on a étudié, ce sont les terres rares. Alors c'est très marrant parce que si vous lisez un peu la presse ou si vous regardez ce qui sort sur notamment les terres rares, on a l'impression qu'en face de nous, on a un mur de criticité des terres rares et notre modèle, lui, il ne réagit pas du tout favorablement à cette actualité sur les terres rares, c'est-à-dire que de notre côté, lorsqu'on fait les mêmes calculs, c'est-à-dire 4 degrés, 2 degrés, les terres rares à l'horizon 2050, on consommerait 4% des ressources mondiales de terres rares. Alors, ce qui n'est absolument pas, ce qui n'est de notre point de vue, c'est absolument pas rare. De toute façon, les terres rares ne sont pas rares par de facto. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, là, on a tout le problème de la théorie du lampadaire, c'est-à-dire on essaie de focaliser sur une matière première. Or, celle-là, d'un point de vue de la rareté géologique, c'est absolument pas rare. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je vous conseille d'aller discuter notamment aussi avec les personnes du BRGM. Alors, ce qui peut aussi expliquer en fait cette problématique là, c'est que nous, on a modélisé les terres rares d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'on voulait au départ modéliser terre rare par terre rare, c'est-à-dire aller voir notamment, je ne sais pas moi, le néodyme, le dysprosium, le gallium. Mais le problème, c'est qu'on n'a absolument pas de données. On a des données globales. Et donc, sur ce chiffre global, en fait, on n'a pas un problème de disponibilité globale. Ça ne veut pas dire que, notamment, il serait intéressant d'aller regarder notamment les terres rares qui sont les plus utilisées, notamment dans les technologies bas carbone, et de faire des études plus fines, mais malheureusement, en fait, on n'a pas la possibilité de le faire. Et si vous regardez notamment les travaux qui ont été faits par le JRC sur la question des terres rares, ils n'émettent pas non plus d'avis apeurés sur la disponibilité des terres rares à l'horizon 2050. Par contre, ce qu'on a fait, et l'article devrait sortir là d'ici quelques jours, c'est que on a sur les terres rares, on s'est intéressé à une forme de criticité environnementale. C'est-à-dire qu'on a fait de l'évaluation de la consommation d'eau pour chacune des zones qui produisent des terres rares et pour voir si,
il n'y a pas de problème de disponibilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème lié à la consommation en eau? Et là, les résultats, ils sont un petit peu perturbants. Alors, perturbants dans le sens que si vous prenez les deux principaux, j'allais dire, zones de production à l'horizon 2050 au niveau des terres rares, ça sera l'Australie et la Chine. Et comment dire, la géographie minière en fait de ces deux pays fait que la production de terres rares se trouve dans des zones qui sont déjà avec des stress hydriques très importants. Et notamment, on a un résultat qui est assez intéressant, c'est que en Chine en 2050, la seule production de terres rares représenterait autour de 25% de la consommation actuelle en fait de toute l'industrie chinoise. Donc ça serait quelque chose d'assez faramineux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que bien évidemment, sur la question des terres rares, on a une vue, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais la principale problématique à l'heure actuelle, c'est bien évidemment une forme de monopole chinois, notamment sur les terres rares lourdes, une production chinoise à 60%. En gros, il y a énormément de facteurs à rajouter à cette analyse qui est modélisée. Que vous dire en conclusion? Alors en conclusion, nos ratios de demande cumulée sur ressources dans nos scénarios les plus contraints. Alors quand je dis plus contraints, c'est qu'en gros on ne change rien à la mobilité. On a un recyclage qui est fixé. Vous voyez que notre adage petits métaux, petits problèmes, grands métaux, grands problèmes est plutôt vérifié. Hein. On a les matériaux les plus critiques d'un point de vue géologique dans les scénarios les plus contraints, c'est le cuivre et la bauxite. Alors, on est très heureux de savoir que la Commission européenne a mis la bauxite comme matériau critique cette année. Par contre, le cuivre, non, le cuivre, c'est le grand oublié des matrices de criticité. Après, vous allez avoir le cobalt, le nickel, le lithium et les terres rares. Et donc, ça donne des résultats qui ne sont pas forcément, j'allais dire, très en cohérence avec tout ce qu'on peut lire des fois, j'allais dire, dans la presse, hein, plutôt, parce que pas tant dans les articles de recherche. Après, les politiques publiques, bien évidemment, ont un rôle majeur, hein, que ce soit la mobilité soutenable, le recyclage également, même s'il y a de nombreuses interrogations sur le recyclage. Ce travail nous a permis de mettre en évidence la problématique aquifère en fait dans la production minière et l'idée notamment d'essayer de coupler des modèles aquifères avec notre modèle Times. Bien évidemment, ces travaux nous ont conduit aussi à essayer de voir l'importance des minerais et des métaux dans la géopolitique qui s'ouvre actuellement avec sûrement une fusion entre la géopolitique des matériaux et la géopolitique de l'énergie, hein, tout simplement parce que je vous donne juste un dernier chiffre, hein, la consommation mondiale du secteur des matériaux, c'est 10% de l'énergie mondiale, entre 10 et 12%. Donc, bien évidemment, on a une forme de nexus entre les deux. Quelles sont nos perspectives de recherche? Et je finis là-dessus. On a présenté notre méthodologie avec mon collègue Gondia à la Commission européenne en décembre dernier à la Raw Materials Unit et on a une invitation à participer notamment à la méthodologie de criticité des matières premières dans l'Union européenne avec la prochaine liste de matériaux critiques qui sortira en 2023. Alors c'est intéressant parce que c'est notamment une belle confrontation de points de vue avec à la fois les études de la Commission, du JRC et donc ça peut ouvrir des champs assez intéressants en termes de comment on va améliorer notamment la prise en compte de la criticité dans le futur de nos politiques. En termes de recherche, nous, on est en train de travailler. Alors, on est en train d'écrire les résultats. Là, on espère publier un article d'ici peu sur les besoins en matériaux des filières hydrogène. Tout simplement, c'est parce qu'on a avec notre modèle européen, on a fait des scénarios de déploiement des technologies hydrogène au niveau européen à l'horizon 2050 et on s'est dit que ça serait intéressant de calculer les besoins en matériaux et en eau. Et donc, les travaux ont été réalisés. On s'intéresse aussi à modéliser la filière de l'uranium.
parce que généralement, en fait, ce sont à chaque fois que je fais une présentation, et je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, j'ai toujours à la fin, et pourquoi vous n'avez pas étudié la criticité de l'uranium? Donc, on va le faire comme ça, ça terrera certaines critiques qu'on peut avoir. On va modéliser en fait les platinoïdes, mais quelque part, c'est un peu en lien avec le premier item, c'est-à-dire les matériaux des filières H2. Et puis, on va lancer une thèse en septembre 2022 sur le recyclage des matériaux de la transition énergétique, où on va s'intéresser à toutes ces questions. Si vous voulez en savoir plus, on a quelques publications dans les revues à comité de lecture qui sont sorties ou qui vont sortir. Et puis, de toute façon, je mettrai à disponibilité mes slides. Pour ceux qui veulent du plus pédagogique et du plus en français, vous avez des publications sur le site IFPEN. Vous avez aussi des podcasts sur le site IFPEN pour chacun des matériaux. Et vous avez même une belle interview que j'ai faite pour le site qui s'appelle Green Letter Club sur la géopolitique des matériaux de la transition énergétique. Voilà. Merci, désolé, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette remarquable présentation et ce tour d'horizon extrêmement exhaustif, où l'on découvre que du coup, les questions de rareté en matière de métaux peuvent concerner également des métaux dont on n'avait pas forcément les premiers, c'est pas forcément les premiers qui venaient en tête lorsqu'on les évoque, comme tu évoquais le cuivre, la bauxite en particulier. Y a-t-il des questions parmi les auditeurs? Alors, plusieurs ont évoqué la question de la disponibilité des transparents, mais effectivement, tu as répondu. On diffusera les transparents que tu as présentés aujourd'hui. Certains évoquaient aussi les questions des publications, mais je vois que tu les as toutes listées à la fin de ta présentation. Donc, je pense que là, normalement, ces 2 points sont abordés. Ces 2 points ont été abordés. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question, Olivier. Bonjour, Merci, Marie-Ège. Emmanuel. Super présentation. Merci, Anna. J'avais juste une question. J'ai lu quelques articles, pas académiques, qui disaient que en fait, les ressources de triangle du lithium en Amérique latine étaient difficilement utilisables directement pour faire de batteries et donc pour la transition énergétique. Et dans le sens que apparemment, il avait des soucis techniques qui faisaient que les autres ressources, notamment celles en Australie, étaient exploitables et à coût beaucoup plus faible. Et donc, du coup, tu as un peu parlé de ça en parlant de la différence entre réserve, etc. Mais je voulais avoir ton avis et savoir comment tu as utilisé ça dans le modèle. Merci. Alors, merci beaucoup pour ta question, Anna. Alors oui, déjà, et d'ailleurs, les faits, j'allais dire, les faits actuels le montrent assez bien. Alors que vous avez, on va dire, plus de, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais remarquez, je l'ai peut-être sur les slides, c'est pas très loin, donc je peux peut-être remonter. À l'heure actuelle, tu parlais du lithium, hein? Oui, du lithium. Ouais. Le lithium, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que quand on regarde la carte du lithium au niveau, alors là je suis sur le cuivre, la carte du lithium au niveau international. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que lorsqu'on regarde en termes de réserves, notamment, on est à 44%. Lorsqu'on regarde en termes de ressources, la zone la plus importante en termes de ressources, c'est l'Amérique latine, avec le triangle du lithium. Et le premier producteur mondial de lithium, c'est l'Australie. Et le lithium de roche, en fait, a des coûts de production qui sont plus faibles en fait que le lithium de salar. Mais surtout, il y a une problématique d'externalité qui est très très importante, notamment au Chili. Et le problème que j'évoquais sur l'eau tout à l'heure, notamment, on l'a aussi sur le cuivre, on l'a aussi sur le lithium. Et au Chili, notamment, on a une concurrence d'usage entre les industriels du lithium et les industriels du cuivre. Et on a même, à l'heure actuelle, en fait, des quotas des quotas qui sont affectés à chacun des industriels en fait pour la production de lithium et d'eau, et donc de lithium et de cuivre. Et donc ça réduit de facto la production de lithium et de cuivre
dans un pays comme le Chili. Alors, les industriels, ils essaient de contourner ça en étant très inventifs. Ils désalinisent l'eau, ils font monter des conduites de 150 km en fait, pour arriver au niveau des exploitations. Mais vous imaginez le coût environnemental en fait, de ce type de technologie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un autre problème, c'est que je vous parle toujours de triangle de lithium, c'est-à-dire Chili, Argentine, Bolivie. Or, la Bolivie n'apparaît pas. La Bolivie, c'est le pays qui a le plus de potentiel en fait en termes à la fois de ressources et de réserves de lithium, mais qui produit, on va dire, quelques tonnes, tout simplement parce que la Bolivie, elle s'est mise dans un j'allais dire, elle souhaite développer plutôt un segment batterie plutôt que de rester en fait sur le stade de la production de lithium ou d'hydroxyde de lithium. C'est-à-dire qu'elle se dit, mon développement ne peut être assuré uniquement que par la production de lithium de salar. Et donc, pour l'instant, elle ne produit pas. Ça veut dire que le potentiel, entre le potentiel réel aujourd'hui et le potentiel, j'allais dire, réalisé ou réalisable, il est complètement disproportionné. On a une place de l'Amérique latine à l'heure actuelle sur le lithium qui est très très faible plus faible que de ce qu'on pourrait attendre. À une époque, quand même, souvenez-vous, on parlait d'OPEP du lithium, c'est-à-dire qu'on imaginait les principaux producteurs qui allaient se liguer à la manière de l'OPEP, ce qui est dans l'état complètement irréalisable, tout simplement parce qu'en plus, on a des politiques, j'allais dire, vis-à-vis de l'investissement international et notamment vis-à-vis de la Chine, qui est complètement différencié selon les pays. Et ce qui risque, encore une fois, de limiter et ce qui limite dans le réalisé là, en termes de production, notamment au Chili, c'est des problématiques plutôt qui sont liées à l'eau. Et cette problématique-là, elle est véritablement fondamentale. On a la même chose sur le cuivre, sur les questions aquifères. Merci, c'est très intéressant. Peut-être une question de Madame Léna Bouniche. Pardon. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé un peu des problématiques liées à la consommation d'eau et je voulais poser une question sur les problématiques liées à la consommation d'énergie. Parce que j'imagine que plus on va vers des grandes consommations de ressources, plus on va devoir exploiter des réserves plus difficiles, des ressources plus difficiles à extraire. Et du coup, est-ce que ça garde un sens en termes de transition énergétique? Alors, je vais répondre indirectement à votre question, mais oui, est-ce que ça a un sens? Oui, je vois tout à fait votre question. Alors déjà, comment on l'a pris dans le modèle? Parce que ça, c'est intéressant de voir comment on peut prendre en compte ces histoires qui sont fondamentales, on est bien d'accord. Vous prenez l'exemple du cuivre, vous avez une baisse de la concentration en cuivre du minerai. C'est-à-dire que pour une même quantité de cuivre, j'allais dire, que l'on souhaite, on est obligé d'extraire beaucoup plus de minerais. Alors, le beaucoup plus, ça veut dire quoi? C'est qu'on est tombé à des teneurs de minerais en cuivre qui sont au niveau mondial entre 0,6 et 0,8%. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez, vous prenez une tonne, vous imaginez ce que vous laissez de minerais. C'est-à-dire qu'en gros, il faut plus d'énergie pour produire la même quantité de cuivre. Donc ça, effectivement, vous avez tout à fait raison. Après, il faut plus d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est essayer de calculer en fait des formes d'EROI au niveau de chaque minerai, c'est-à-dire en gros l'énergie dépensée pour aller remplacer une technologie qui émet moins de carbone dans un pays autre. Alors ça, c'est des voies de recherche en fait qu'on fouille pour essayer de le modéliser, et effectivement, ça interroge le modèle de consommation actuel, notamment que ce soit les technologies bas carbone ou toute autre technologie comme votre téléphone portable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais prendre. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées sur le chat. Je vais peut-être les lister à la volée, si tu veux bien apporter peut-être un commentaire un peu rapide. Une première question sur la structure du modèle. S'agit-il de modèle spatial Non. dans lesquels les coûts de transport sont modélisés? Ah oui.
Pardon. Alors oui, je réponds. Alors oui, c'est spatial parce qu'on a 16 zones mondiales. Mais par Ok. contre, on n'a pas une représentation, j'allais dire, spatialisée, notamment pour l'Europe. On pourrait le faire, hein. D'accord. Mais ça Mais du coup, prendrait vous beaucoup de temps. intégrez les coûts de transport de cette Bien matière sûr, première. bien D'accord. sûr, bien sûr, bien Parfait. sûr. Vu qu'on a des échanges, donc on est obligé de mettre des coûts de transport sur les différents stades en fait d'échange, hein, que ce soit des produits semi-finis ou pas. Deuxième question, le coût d'extraction est-il croissant avec le pourcentage d'utilisation Oui, des réserves? des Ok. réserves, des ressources. Il Oui, est des ressources, pardon. Il est convexe croissant, j'imagine. tout à Ok. fait. Je peux Excusez-moi. répondre à une question dans le Bien chat, sûr, vas-y, Olivier. excusez-moi, j'essaie de les prendre en même temps, mais vas-y, je t'en prie. Parce que effectivement, alors c'est GB qui écrit question de compréhension. Les pourcentages de consommation de ressources sont-ils juste pour la transition énergétique ou tout secteur confondu? C'est tout secteur confondu. Hein. Et ça aussi, c'est une originalité du modèle, c'est que généralement, il y a des modèles d'estimation qui ne prennent en compte que la transition énergétique. Nous, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous remontrer juste, la slide de comment on modélise la chaîne de valeur. Vous voyez, là, vous avez le lithium qui doit apparaître à votre écran. On a les technologies pour le transport, le lithium pour les transports, et après, on a tous les autres usages. Donc, en fait, on les modélise tous. On va le faire de façon très simplifiée, en fait, en essayant justement de faire des petits travaux économétriques pour projeter les demandes des autres secteurs. Mais oui, tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Alors, je réponds à une autre question aussi, parce qu'on me la pose souvent. C'est pas parce qu'on travaille sur les matériaux de la transition énergétique et qu'on a des conclusions comme celles que je vais vous proposer qu'il ne faut pas faire la transition énergétique. Hein. La question n'est absolument pas là. Nous, on est là pour faire pour proposer des outils d'évaluation et justement de faire de la politique publique pour essayer de réduire en fait les pressions sur les ressources. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Ne voyez pas IFPEN en tant qu'organisme qui dirait regardez, à cause des métaux, on ne pourra pas faire la transition. Ce n'est pas ça l'objectif. Hein, qu'on soit bien clair. Très bien. Ah, je préfère le dire. Non, tu fais bien, tu fais bien. Dans la série des questions, également une question de M. Laurent concernant le module Negamat, apparemment qui serait une extension d'un module développé entre l'ADEME et Negawatt. Est-ce que ce sont des choses que vous avez pu regarder ou pas Alors, j'ai pas regardé spécifiquement. J'ai regardé par contre les scénarios de l'ADEME et les scénarios RTE en fait pour voir les contenus en matériaux. Le problème, c'est que j'allais dire le modèle géographique, c'est la France en fait. Donc c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu restreint pour étudier des problématiques de matériaux qui seront forcément globales. Donc, j'ai pas regardé mes Negamat encore, mais je regarderai. Mais je pense que l'horizon géographique doit être beaucoup plus global en fait sur des problématiques très globales. Mais je vais regarder. Une question aussi concernant les enjeux de terres rares sur la filière hydrogène, qui évidemment attire beaucoup d'attention en ce moment. Est-que ce sont des sujets que vous comptez creuser ou que vous avez déjà creusé? Alors, on a creusé dans la filière hydrogène et pour l'instant, c'est pas vraiment les terres rares en fait qui nous questionnent. Je vous proposerai les résultats. On a plutôt un problème, enfin un problème. On a plutôt de fortes pressions, notamment sur un ou deux platinoïdes qu'on a identifiés, notamment dans les technologies PEM, où on a une consommation, notamment juste pour l'Europe, qui serait très, 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 très importante par rapport aux ressources existantes. Donc, ça concernera plutôt les platinoïdes, pas tant les terres rares. Parfait. Autre question de modélisation sur la prise en compte des incertitudes sur les consommations. Est-ce que ce sont des choses que vous regardez ou pas du tout? Alors oui, on adorerait en fait lancer comment dire, je sais pas, 500 ou 1000 runs de simulation en simultané pour gérer un petit peu les problématiques d'incertitude notamment et de robustesse du modèle. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités pour le faire. J'en ai encore discuté hier avec une personne qui était au JRC et eux ont les capacités, nous on a la modélisation, donc on va essayer d'ouvrir un chantier en fait sur ces questions. Parfait.
Écoutez, je vous propose, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses. En tout cas, ça montre bien que la présentation que tu nous as donnée suscite beaucoup d'intérêt. C'est une thématique qui est d'une richesse extraordinaire. Moi, je disais mon petit privilège pour en poser une. On Vas-y. parle beaucoup de recyclage et tu l'as évoqué. Enfin, c'est une voie qui est envisagée dans les pays occidentaux pour essayer de contrer justement les phénomènes de dépendance. Est-ce qu'il y a eu des tentatives à ta connaissance de chiffrage sur les coûts et bénéfices apportés par ces filières recyclage, justement sur l'offre pour essayer de contrer un peu la concentration qui peut exister sur l'offre de ces matières premières? Alors, en tout cas, des approches, notamment avec des modèles de type bottom-up, j'ai rien lu dessus. Avec ce type de modèle, et je pense qu'il faut aller, à un moment, il faut changer de paradigme aussi, et puis il faut aller chercher dans d'autres segments de la littérature. Je t'avoue, c'est un peu un travail en cours qu'on est en train de faire, étant donné qu'il y a une thèse qui va être lancée, et ça peut faire l'objet notamment d'un des chapitres pour le ou la thésarde qui viendrait nous rejoindre. Et ce sont des questions, nous, qu'on veut étudier, mais pour l'instant, j'ai pas vu grand chose en fait sur ce sujet-là, donc c'est un vrai sujet. Forcément. Ok, ben écoutez, à moins que certains veuillent poser une dernière question, je vous propose de clôturer sur cette base-là. Merci encore, je pense que vous vous joindrez à moi pour remercier chaleureusement Emmanuel pour cette présentation remarquable. C'est un thème qui est difficile, qui a été peu étudié jusqu'à présent. Et moi, je suis toujours très admiratif du fait que tu aies consenti ce grand effort de recherche justement sur un sujet à une époque où il n'était vraiment pas à la mode et vraiment pas en tête de l'actualité, donc au summum de l'actualité. Donc bravo et merci beaucoup pour tout ce travail, cette présentation. Je pense que ça permet d'initier des tas de réflexions intéressantes pour le futur. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Olivier, et merci encore à la chaire pour cette invitation. Merci.